Bonjour, nous sommes le 2 septembre, il est un peu plus de 13 heures. Je vous ai ramené dans un bel endroit que nous avons déjà visité sous divers angles. Alors, vous ne le reconnaissez pas nécessairement, mais peut-être un peu plus haut. Alors, on a une bonne route asphaltée ici, à côté de ce magnifique bois qu'on a déjà exploré quelques fois. Et je crois que ça va bien convenir à Goliath, surtout que j'ai oublié sa laisse. Bon, ça arrive. En fait, j'en ai deux, mais il y en a une que j'ai dû égarer. Et donc, je n'ai pas la laisse qui me reste. Et c'est parti pour une vidéo. Ah oui, mais je dois vous présenter la petite vedette, le petit holoptique, le petit Goliath qui est parti. Alors, j'espère qu'il va, vu que j'ai pas de laisse, j'espère qu'il va être collaborant, on dirait. Nous verrons. Et alors, il fait bon. On vient d'avoir quelques jours très froids, mais là, 21 degrés, peu de vent. C'est un endroit où je ne peux pas venir quand il y a trop de vent, parce que vous allez voir, au-dessus, c'est très dégagé, on a une très belle vue, je vous la montrerai. Bon, bref. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Eh bien, on parle de fer. FER, mais évidemment, je vais jouer sur les mots dans mon cartouche où vous aurez vu, au moment de voir cette vidéo, vous aurez déjà découvert le cartouche qu'on doit encore réaliser avec l'aide de mon spécialiste Raphaël. Là, si vous voulez, c'est plutôt le verbe qui s'écrit F-A-I-R-E, mais qu'évidemment, j'ai orthographié faire, F-E-R. Pourquoi tout ça? Eh bien, parce que je ne sais pas si je me suis mal expliqué dans la première vidéo que j'ai consacrée à ce sujet. Il y a déjà un bout de temps, vous la retrouverez facilement. C'est peut-être bien d'écouter les deux parce que je pense qu'elles vont être complémentaires. Je crois que cette vidéo-là s'intitulait « Il faut le faire ». Et de nouveau, un petit jeu de mots, et là, c'est écrit FER, bien entendu. Et cette vidéo était en principe destinée à vous faire capter le sujet et on va dire l'approche biologique. Elle n'est pas difficile, mais elle est quand même un peu subtile. Et donc, ou c'est vous qui n'êtes pas subtil, ou c'est mon explication et donc ma capsule qui était ratée. Peut-être un peu des deux d'ailleurs, hein, si vous me permettez cette suggestion. Et donc, tort partagé, bref, on remet le couvert. Ça va? On va refaire ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a peut-être moyen de vous présenter ça d'une manière qui est davantage orientée vers la biologie. Parce que je pense que ce qu'il y a dans l'autre vidéo a bien été compris sur les grands principes. Mais c'est le problème des tests. Ça n'a pas l'air de passer le cap. Et donc, je recommence. Alors, je vais faire très simple, mais on ne peut pas faire trop simple. Parce que, bon voilà, j'ai eu des flots de questions sur cette vidéo. Il y a d'ailleurs beaucoup de commentaires en dessous qui peuvent être utiles à lire, vu que je réponds systématiquement aux questions. Hein, bon, je prends le temps. Et par exemple, une question qui revient, c'est, voilà, mon taux de fer est de telle valeur. Alors, quand vous me donnez des valeurs comme ça, de grâce, vous me donnez, si pas les unités, parce que finalement, ce qui compte, c'est d'avoir les références du labo. Parce que vous me donnez une valeur, d'un labo à l'autre, les zones de référence changent et les unités changent. Donc, une valeur à côté d'un paramètre, à côté d'un nutriment, ne veut rien dire. Ça ne sert à rien de me poser ce genre de questions-là, c'est impossible d'y répondre. Vous me donnez une valeur et puis vous me mettez entre parenthèses la zone de référence du labo, le minimum, le maximum. C'est toujours comme ça qu'on interprète des valeurs biologiques. C'est toujours par rapport à la zone de référence. Et bien entendu, en médecine fonctionnelle, on fait quelque chose de beaucoup plus fin
que ce que malheureusement beaucoup de médecins conventionnels font, c'est ou c'est dans les normes, ou c'est en dessous, ou c'est au-dessus. Ben non, non, non. Il faut se donner au moins une idée. Goliath est en train de se préparer pour ses besoins, donc je le laisse, on n'avance pas des masses, mais je continue à vous expliquer. Au moins avoir une idée de ce que j'appelle le percentile. Je vous répète pour la 20e fois comment on calcule un percentile. On jauge l'écart entre la référence maximale et minimale, ok. Le milieu de cette zone, c'est le percentile 50, ok. Si vous êtes à 1/4 dans la zone, c'est le percentile 25. Si vous êtes à 3/4 dans la zone, c'est le percentile 75-75. Je vous le dis à toutes les vidéos, mais ça n'a pas l'air de... La pièce n'a pas l'air de tomber. Alors bon, vous pouvez faire une règle de 3 avec votre calculatrice, votre smartphone, ou à la main, ou dans votre tête, et avoir une idée une idée approximative, il n'y a pas besoin d'être précis au pourcent près, une idée du percentile, donc où vous situez-vous dans cette zone de référence. Mais pour revenir à cette question répétitive, les gens me disent, voilà, mon taux de fer est d'autant, imaginons qu'ils me donnent les références, donc c'est quand même interprétable, parce que sans référence, ça ne l'est pas, je me répète, et ils me demandent mon avis. Eh bien, il n'y a pas d'avis. Vous voyez, c'est ça un peu le problème avec ce paramètre très important, parce que les déficits en fer, tout comme les excès de fer, sont lourds de conséquences pathologiques. Donc c'est vraiment un paramètre qui doit être bien calibré, bien optimisé dans la zone de référence, et pas trop bas, parce que là ça commence à se rapprocher du déficit, qui est très mauvais, qui a des tas de conséquences que j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Mais l'excès est tout aussi problématique parce que l'excès de fer donne de l'oxydation. Le fer est oxydant en excès. Ah, vous voyez, ici au-dessus, il y a quand même un peu plus de vent. Hein. Je mets ma main devant le micro. Vous n'entendrez plus rien. Non, pour freiner l'arrivée du vent dans le micro. Alors la bonnette, oui, mais la bonnette recouvre un certain nombre de boutons, etc. C'est quand même pas génial. Donc, ma main fera bonnette, ok. Il n'y a pas trop de vent, ça devrait passer. Donc, l'excès de fer est très problématique à cause de l'oxydation et est aussi dangereux que le déficit. Et donc, vous voyez déjà que les zones extrêmes, les percentiles fort bas et les percentiles fort hauts ne sont pas très désirables. Mais ça, c'est le taux de fer. Et avec le taux de fer, eh bien, vous n'avez rien. Pourquoi est-ce que vous n'avez rien? Parce que, d'abord, il y a le principe des réserves en fer, qui est très important. Le taux de fer circulant dans le sang, c'est vraiment la surface du problème. Il est très intéressant de voir quelles sont les réserves, pas juste le taux circulant, parce que ce taux circulant peut être faussé, on va y revenir, et il peut être très vite consommé pour lutter contre une infection, dans le cadre d'une activité sportive intense, évidemment s'il y a des saignements. Ne parlons pas de la grossesse qui a des besoins en fer énormes, hein, donc très important à mesurer au moment de la conception. Et puis évidemment, si grossesse il y a, suivre ça de près durant la grossesse. Mais il faut préparer une grossesse en optimisant les réserves en fer. Alors ça, je crois que la plupart d'entre vous connaissent. Les réserves en fer sont mesurées par le taux de ferritine. Ok? Donc de nouveau, si vous me donnez un résultat de ferritine, mettez quand même les références du labo. En général, les valeurs de ferritine sont assez universelles. Je ne pense pas qu'il y a autant de dispersion, si vous voulez, que
qu'avec d'autres paramètres, mais par principe, on ne donne pas des valeurs chiffrées sans fournir les références supérieures et inférieures du labo derrière, en parenthèse derrière, voilà, c'est parfait. Donc la ferritine est la protéine de mise en réserve en fer. Extrêmement important parce que quand il y a des besoins accrus, le fer circulant ne va absolument pas suffire, il va très vite falloir aller puiser dans la ferritine. Ah, encore une circonstance qui vient à l'esprit, qui implique de gros besoins en fer, c'est si vous montez en altitude. Vous allez aller passer des vacances ou je sais pas moi, un voyage initiatique, peut-être aller travailler avec les paysans des Andes autour du lac Titicaca. Bon, 4000 mètres d'altitude, je peux vous dire que vous allez vite avoir besoin de vos réserves en fer parce que vous allez produire de l'hémoglobine. Mais évidemment, vous ne produirez pas d'hémoglobine si vous n'avez pas de réserve en fer. Les caissons hypobariques aussi, vous voyez, je ne sais plus comment on appelle ça, moi, c'est assez à la mode, sont des séances d'exposition à une pression atmosphérique très basse, enfin pauvre en oxygène, plutôt sera mieux dit comme ça, pour justement stimuler votre organisme. Ça fait partie de toutes les approches qu'on appelle l'hormèse, hein, H-O-R-M-E-S-E, et c'est assez tendance, ça a de bons effets, on encourage l'apoptose comme dans beaucoup d'approches hormétiques, hein, et bien entendu ça stimule aussi la production d'hémoglobine, ce qui est toujours une bonne chose. Il vaut mieux avoir plus d'hémoglobine que moins d'hémoglobine. Sauf qu'il y a des pathologies, évidemment on appelle ça la maladie de Vaquez, où il y a trop d'hémoglobine, mais bon, là il y a un dérèglement, les excès en tous sens sont toujours dommageables en biologie. Vous savez, tout ça c'est des courbes en U, trop bas, pas bon, trop haut, pas bon. Sortez de ces mécanismes, ah non, alors je vous montre, on entend des motos, mais elles sont, vous voyez, elles sont là. Alors, il y a un village qui s'appelle Neidhausen. Voilà, nous sommes à Neidhausen. N-E-I-D-H-A-U-S-E-N. Un beau petit village, magnifiquement situé, de magnifiques vues sur les vallées par là. Hein. Je vous montrerai d'autres vues là au-dessus quand on arrivera, si on arrive, parce que Goliath fait plutôt des zigzags. Il part dans tous les sens. Oui. Ne croyez pas qu'on n'avance pas, mais on avance plutôt latéralement que longitudinalement. Allez, Goliath. Donc, ferritine, protéine de mise en réserve en fer. Et évidemment, il ne faut pas être trop bas là-dedans. Mais, comme le fer est toxique en excès, il ne faut pas être trop haut non plus. Alors, les anciennes références pour la ferritine, et là, sans vous empoisonner avec des unités, etc., je crois que les chiffres que je vais vous donner sont compris par tout le monde, parce que je pense que pour ce paramètre-là, tous les labos ont plus ou moins les mêmes unités et les mêmes zones de référence. Alors, les zones de référence complètes données par les labos sont mauvaises, parce que vous savez comment ça fonctionne, c'est 95-95% de la population, 2,5% en dessous, 2,5% au-dessus. Eh bien, les zones de référence des labos pour la ferritine sont toujours mauvaises. Elles descendent trop bas, parce qu'il y a plus que 2,5% de gens qui manquent de fer. Donc il faut absolument remonter dans les percentiles de la zone inférieure. Je vais vous donner des chiffres de toute façon. Pas descendre trop bas même dans la zone, parce que c'est déjà insuffisant. Mais de l'autre côté, pareil, c'est encore pire. Hein. Les valeurs hautes recommandées, enfin qui font partie des références considérées comme normales pour la ferritine, sont beaucoup trop élevées.
et implique quasi systématiquement une espèce d'empoisonnement en fer qui est un métal lourd. Ben oui, ce que je dise, c'est quoi? Un métal lourd. Donc, parlons chiffres. Il est légitime de vouloir une ferritine à 50, ok. On ne peut pas espérer beaucoup mieux chez les femmes qui ont des règles, parce que tous les mois, évidemment, il y a une perte de sang. Là encore, c'est un besoin en fer, hein, que je n'ai pas cité dans ma petite liste du début. Vous voyez qu'on retrouve tout le temps des cas où le fer est nécessaire. Et pour les hommes, on peut aller plus haut. On est content avec 60, 80, c'est bien, jusque 100. Mais moi, je veux pas plus que 100. Si la ferritine dépasse 100, je commence à mettre en place des mesures alimentaires. Alors, les principales sources alimentaires du fer, c'est quand même la viande rouge, le boudin noir, ce genre de choses. Les légumes, arrêtons de rire. Hein. Les épinards, oui, ça c'est Popeye le Sailorman, mais il y avait une erreur dans les statistiques d'une décimale, donc il y en a 10 fois moins que ce qu'on croyait à l'époque. Donc c'est bidon. Oui, alors je sais pas, moi, j'ai du fer dans les haricots noirs, il y en a dans la Guinness, paraît-il, mais bon, pleine de gluten et d'alcool et de sucre et d'orge. Bon, bref, oubliez tout ça, c'est essentiellement la viande rouge. Et d'ailleurs, les femmes enceintes peuvent avoir des envies de viande rouge, alors que d'habitude, ce n'est pas le cas pour elles, parce que leur taux de fer commence à descendre, parce que vous n'avez pas bien préparé la grossesse en optimisant les réserves de fer, parce que ça va être consommé plein pot. Voilà, donc pas plus de 100 chez les hommes. Et si vous êtes vraiment beaucoup plus haut, du style 200, 300, enfin, ça galope, hein. Voire même au-dessus de 150, hein. Eh bien, moi, je conseille les dons de sang, ok. Et s'il y a une contre-indication pour les dons de sang, essayez d'organiser une saignée, trouver un médecin, typiquement hospitalier, qui est d'accord de faire une saignée, parce qu'il vaut mieux faire descendre la ferritine à 100 et un peu en dessous de 100, parce que l'excès de fer, les ferritines fort élevées, comme celles que je viens de vous décrire, empoisonnent tout, le foie, la rate, les testicules, le cerveau, le pancréas, les reins, tous les organes commencent à se polluer avec ce métal lourd, comme on peut le craindre pour le plomb ou le mercure. Okay. Donc tout ça est très important. Donc, le fer et la ferritine. Je veux dire, ok, le mouton, c'est simple, qu'est-ce que vous racontez? Le problème vient de ce que la ferritine est aussi une protéine inflammatoire. Donc, en cas d'inflammation, la ferritine flambe et le fer s'effondre. Et donc, s'il y a de l'inflammation, vous ne pouvez utiliser ni l'un ni l'autre. Vous ne savez pas où vous êtes. Tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'il y a de l'inflammation. Est-ce qu'il y a trop de fer? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Sauf des cas extrêmes où vraiment les chiffres partent tous les deux très haut, et là il y en a trop, très bas, et là il y en a trop peu, mais en général, vous allez avoir la ferritine qui flambe, le fer qui s'effondre. Est-ce qu'il y a trop de fer? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Vous n'en avez aucune idée. Donc ça, c'est un gros problème, parce que l'inflammation, c'est courant. Ça peut être une inflammation fortuite, avec un rhume, un petit Covid, une petite grippe. La période arrive, donc ça va se présenter, un mal de gorge, craque, votre ferritine flambe. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Donc ces inflammations fortuites sont courantes, et puis alors il y a des inflammations chroniques, des gens qui ont une inflammation de fond. Hé, Goliath, et quoi? On est en grève? Allez, on avance, pas vite. Il était arrêté pour l'attendre, mais... Allez, où vas-tu? Allez, on continue. Regarde, là au-dessus, il y a des vues magnifiques. Allez, mais ça en laisse, c'est plus compliqué. Allez, oui, voilà, très bien.
Donc, c'est fort ennuyeux et ce problème va se représenter souvent. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est là le troisième paramètre. C'est là que le troisième paramètre nous sauve la mise. C'est celui-là que vous ne pigez pas. Ce troisième paramètre, et moi je vous dis, il faut les trois. Hein. Vous me présentez un statut en fer avec 2 des 3 paramètres. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas vous dire grand-chose. Où il y a une partie de devinette, c'est pas mon genre. Okay, moi, j'aime bien les faits. Et donc, le troisième paramètre, c'est ce qu'on appelle la saturation de la transférine. La transférine est une protéine produite par le foie qui a pour objectif de transporter le fer, transférine, oui, c'est pas savant, dans le sang. Donc le fer s'accroche à la transférine et si vous voulez, ça c'est un premier niveau de réserve dans le sang où le fer est stocké. La réserve vraiment de fond, les grands hangars de stockage de fer, pas le petit stock qu'il y a derrière le magasin où vous vendriez du fer, dans cette analogie légèrement foireuse. Les grandes réserves de fer, c'est la ferritine. Mais la réserve de fer qui circule dans le sang, attachée à la transférine, va permettre de tout de suite remettre du fer qui serait consommé. Mais évidemment, ça peut s'épuiser aussi. C'est là qu'interviendra alors, in fine, la ferritine. Alors, la saturation de la transférine se calcule. Ce n'est pas quelque chose qu'on mesure en tant que tel. Et elle se calcule en mesurant le taux de fer, ce dont nous avons parlé au début, et en mesurant ce qu'on appelle Total Iron Binding Capacity, TIBC. Certains labos vous l'affichent, d'autres pas. C'est quelque chose qu'ils mesurent. Ça, c'est mesuré par le laboratoire. Et donc, ils font le calcul pour vous dire quel est le pourcentage de la transférine qui est chargée en fer. Et ça, c'est très important. Okay? Et là, on a une fenêtre assez étroite. Okay? Moi, je dirais, je vais faire simple, je vais faire plus simple que dans la précédente vidéo, parce que ça devenait un peu, je trouve, un peu brouillon. Arrangez-vous pour que votre saturation de la transférine soit entre 30 et 40%. Okay? Voire entre 32 et 42%. Là, vous êtes bien. Plus bas que ça, vous serez vite en déficit. Et en dessous de 25%, pas bon. Il y a du déficit. Au-dessus de 42%, qu'une tolérance peut-être jusque 45%, ça va. Un peu, borderline 42-45. Au-dessus de ça, vous commencez à être trop près de 50%, parce qu'au-dessus de 50% de saturation de la transférine, il y a du fer libre. Si la transférine est chargée à 50%, elle va déjà plus pouvoir capter... Goliath est allé boire. Elle va déjà plus pouvoir capter tout le fer circulant. Et donc, vous avez du fer libre, pro-oxydant, catastrophe, mauvais, surtout pas. Générer ça en donnant du fer à des gens qui n'en ont pas besoin, parce que c'est ça le problème. Vous voyez, il y a des prescriptions de fer qui sont tout à fait malencontreuses, néfastes, hein, mauvaise médecine. Donc, pour être certain d'un besoin en fer, il faut que votre saturation de la transférine soit basse, moins de 30%, certainement moins de 25%. Bon, là, ça devient assez flagrant. Mais, il faut aussi aller voir la ferritine, parce que si la ferritine est haute, on va dire au-dessus de 100, pour les femmes, peut-être au-dessus de 80, je dirais même déjà. Et vous n'allez pas donner du fer, hein, puisqu'il y a plein de fer dans la ferritine. Vous comprenez? Là, vous êtes bloqué. Donc, je me répète, il faut 3 paramètres. Le taux de fer circulant qui sert quasiment à rien,
qui n'a aucune fiabilité. Il peut être haut, avec une ferritine basse, une saturation de la transférine normale. C'est pas un excès de fer, parce que la saturation de la transférine est à 40%, moins de 40%. C'est pas un excès de fer. Si le fer sérique est bas, c'est pas nécessairement un déficit en fer, parce que peut-être que la ferritine est tout à fait satisfaisante et que la saturation de la transférine est satisfaisante. Alors, tous les cas peuvent se présenter. Ce qui est enrageant là-dedans, Goliath explore le bois maintenant. Ce qui est enrageant là-dedans, c'est que c'est pas toujours logique. Je sais ce que vous me dites. Vous me dites, mais comment c'est possible? J'ai un fer sérique haut et une ferritine basse. C'est pas possible. Ben si, c'est possible. La preuve, c'est que c'est votre cas. Et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, aller regarder, nom d'un chien, nom d'un Goliath, la saturation en transférine. Oui. Et alors là, si vous êtes en dessous de 30% et que la ferritine est basse, eh bien, on va donner un peu de fer. Mais si la saturation en transférine est à 40% et davantage, malgré une ferritine basse, on va s'abstenir, on va garder un œil dessus, on va revérifier les 3 paramètres après 6 mois. Vous comprenez, il y a plein de cas différents et si on a les 3 paramètres, on fait un raisonnement logique. Oui, on fait quelque chose de purement, pas dire intuitif, parce que bon, je vous ai déjà donné pas mal d'explications ici, mais on fait quelque chose de tout à fait indiscutable, parce qu'on se méfie des pièges. Le gros piège, c'est l'inflammation. Et l'autre piège, ce sont des valeurs qui sont un peu paradoxales, un peu divergentes, où elles ne s'accordent pas trop bien. Donc, je vais ramasser mon Goliath parce qu'il va finir par se mettre dans la boue jusqu'au cou. Allez, viens. Je crois qu'il a déjà un peu chaud, parce que là, ça flambe, hein, la chaleur. Un Goliath. Un bon Goliath, ça, oh oui. Et donc, oui, oui. Oh, mais il vous tire la langue. Donc, essayez de vous débrouiller. Si c'est vraiment mystérieux, ben vous me faites un commentaire, j'y répondrai. Mais ne me posez pas des questions quand même bébêtes auxquelles j'ai répondu dans la vidéo, parce que ça c'est une perte de temps. Okay. Méfiez-vous, pas de fer si la ferritine est haute ou si la saturation de la transférine est haute. Voilà. Bon, finalement, c'est ça qu'il faut retenir, parce qu'il y a des prescriptions de fer qui sont incongrues. Et ça, j'aime pas. Ça, c'est pas de la bonne médecine. Okay. Bon, ben écoutez, regardez, qu'est-ce qu'on veut de plus? Un bon Goliath, un ciel bleu un peu avec des cumulus, des vues splendides, une promenade qu'on va faire par là à l'ombre, parce qu'ici Goliath est en train de rôtir un petit feu. Et moi je vous attends vendredi prochain, 19h30, ponctuel, sans faute. Ok? Bon, reste à pousser sur le bouton stop. Bye bye.